Bonjour à tous. Bonjour. On va effectivement attendre encore quelques minutes, le temps que les gens puissent se connecter. On va encore se laisser 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Ok, donc bonjour à tous, rebonjour à tous si vous arrivez. On va pouvoir démarrer parce qu'il est déjà quasiment 11h05. Et donc, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, je pense que ça va durer une demi-heure, 40 minutes, effectivement, en fonction des échanges. Et donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour nous rejoindre sur ce webinaire, dont l'objectif, effectivement, est de parler de l'accompagnement au changement et à l'adoption dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc, je suis Sébastien Drucker, je suis responsable des ventes chez Season et je suis aujourd'hui accompagné de Clotilde. Bonjour, moi c'est Clotilde Blech, donc je suis Change Manager chez Season et ravie d'être là. Et Tom qui se cache dans le fond, qui est aux manettes de la présentation. Alors, on va essayer de structurer la présentation aujourd'hui en 3 temps. Nos constats aujourd'hui, en fait, dans le domaine de l'éducation et comment on agit, nous, aujourd'hui, Season, par rapport aux clients qu'on accompagne, sur quelle méthodologie on travaille et, de manière beaucoup plus importante, effectivement, les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui sur les différents projets.
Donc, l'objectif étant de vous partager nos retours d'expérience et les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre, et surtout aussi de pouvoir travailler et répondre à vos questions, d'être dans l'interaction. Donc, n'hésitez pas si à un moment donné, vous avez des questions par rapport à des sujets qu'on va aborder. C'est plus sympa si ça peut être dynamique. En plus, c'est l'été, donc je sais que vous prenez du temps juste avant vos vacances pour venir passer du temps, donc autant que ça soit effectivement quelque chose de dynamique et dans l'échange. Première question, du coup, justement, pour aborder le sujet, c'est de savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes ou dans quel état d'esprit vous avez pu déjà être aujourd'hui à travers des projets que vous avez menés. Est-ce que c'est des choses, effectivement, que vous avez déjà fait et effectivement, on sait que la gestion du changement, c'est parfois un terrain glissant et sur lequel on a des comportements et des réactions des gens qui sont à chaque fois un peu diverses. Donc, on va envoyer un petit sondage, si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si tu l'as envoyé, Tom. Si, voilà. Donc, dites-nous quel état d'esprit vous êtes, ou dans quel état d'esprit vous êtes, ou comment vous avez pu être effectivement à certains moments sur des projets, ou ce que vous avez pu voir. Et effectivement, c'est là où on s'aperçoit de l'importance justement de la prise en compte de l'état d'esprit et de la personnalité de chacun pour la gestion. Alors du coup, je vois les sondages qui sont en train d'avancer, c'est bien. On a des gens qui veulent expérimenter aujourd'hui, c'est une bonne chose. On est en plein dans le changement et dans l'adoption, c'est super. Donc, mis à part effectivement, juste dans le cas présent, cette dénomination est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce qui est au cœur de la problématique de tous les projets qu'on accompagne et de manière générale des projets. Alors, justement, des constats sur des choses que vous avez peut-être déjà entendues et qu'on confirme, puisque c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, vous avez 2 tiers des projets informatiques qui échouent, de manière générale. Donc, 66%, 70% des projets aujourd'hui sont des projets qui ont malheureusement un impact et une efficacité qui n'est pas bonne et qui globalement ne marche pas. On a seulement 3% des budgets justement sur les projets qui sont alloués de manière générale sur le soutien auprès de l'adoption et l'utilisation par les employés. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une problématique par rapport à ça, qui est qu'on sous-investit, on voit bien qu'on a une problématique de fonctionnement et d'objectifs justement d'impact des projets. Et le paradoxe étant que 70% des résultats normalement d'un projet en termes de mise en œuvre de nouvelles solutions en fait, sont reliés à l'adoption et à son utilisation. Donc, on voit bien cette espèce de dichotomie qu'il y a entre, d'un côté, une réalité qui est que les entreprises et les sociétés et autres n'interviennent pas suffisamment et n'investissent pas suffisamment, et en même temps ne prennent pas en compte suffisamment l'impact humain et la réalité humaine dans les projets. Alors, chez Season, nous, on a une approche particulière qu'on a mis en œuvre depuis le départ. Donc, la première des choses, c'est effectivement la prise en compte de l'humain, puisque globalement, on sait que l'accompagnement humain a 2 fois plus justement de chances de réussir en prenant en compte depuis le départ, dans la conception des projets, le facteur humain au même titre que les facteurs techniques ou fonctionnels. Les retours d'expérience, donc ça, c'est effectivement à travers l'ensemble des interlocuteurs de chez Season. Du coup, les expériences qu'on a pu déjà acquérir aujourd'hui à travers les projets de mise en œuvre, c'est effectivement des outils et des retours concrets qui sont confrontés au changement sur des nouveaux outils ou des nouvelles organisations. Enfin, on a une intervention justement sur toutes les phases. Donc, on ne travaille pas uniquement pendant un projet. On peut intervenir directement au départ sur du cadrage et de l'avant-projet pour mettre en œuvre une stratégie de changement, pour aller jusqu'à la réalisation du projet et le suivi post-lancement auprès des équipes pour les accompagner sur l'adoption. Nous, notre conviction, c'est que le changement ne doit pas être une option. Et malheureusement,
c'est ce qui se passe dans beaucoup de projets où souvent on va ronger en fait les budgets et la part qu'il y a sur justement l'adoption et la gestion du changement. Et on en voit les résultats. Donc, pour avoir une vraie bonne adoption, c'est clair qu'il faut prendre ça en compte. Donc, du coup, côté justement mise en œuvre et valeur ajoutée, le premier point, nous sommes un pure player et un expert de l'éducation. Donc, la société a été fondée par des gens qui travaillaient déjà dans l'éducation et au travers justement de l'écosystème éducatif. Et nous accompagnons exclusivement aujourd'hui des écoles d'enseignement supérieur à travers leurs problématiques, tant sur le point des systèmes d'information, mais surtout aussi sur toute la connaissance des processus métiers et du réglementaire et de tous les éléments qui constituent justement les différentes étapes et les différents besoins des écoles. Une expertise dans le change, puisqu'en fait aujourd'hui, dans les équipes, nous avons certes des équipes spécialisées sur la mise en œuvre autour de Salesforce et des projets informatiques, mais une partie des équipes est vraiment spécialisée autour de l'accompagnement sur le changement, donc Clotilde fait partie entre autres. Une expérience projet, puisque nous travaillons aujourd'hui avec un certain nombre d'écoles qu'on va voir juste après. Et on est vraiment en relation avec les écoles dans leur projet de mise en œuvre de CRM ou de système d'information étudiant. Et on intervient à travers toujours une démarche personnalisée qui est globalement non pas d'appliquer un cadre spécifique, mais de comprendre les enjeux et les besoins qui sont demandés par rapport à un projet en particulier et justement de mettre en œuvre les différents outils et bonnes pratiques concrètes. Donc, analyse et compréhension du besoin et une adoption facilitée justement à travers cette démarche-là. La méthode, du coup, 3 phases. Une phase pour rassembler qui est justement de sensibiliser et de prendre en compte les besoins de l'ensemble des interlocuteurs. Une phase de transformation qui est réellement l'accompagnement opérationnel par rapport au lancement et la mise en œuvre des projets, que ça soit effectivement soit côté projet informatique, projet CRM, ou également à travers des actions au niveau métier, au niveau utilisateur, qui sera beaucoup plus proche justement du terrain que juste de la mise en œuvre des projets CRM. On interagit vraiment sur les deux domaines. Et enfin, une phase de stabilisation, et aussi la troisième partie, qui est comment on est capable de prendre en compte les retours justement des utilisateurs et faire en sorte d'avoir une adoption des outils et des bonnes pratiques qu'on aura mis en œuvre. Et donc, c'est avec ça, ça permet vraiment de pouvoir maximiser le retour sur investissement et l'adoption par rapport à justement des changements de processus ou des changements d'outils. Donc, quelques exemples des écoles avec lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment les cas concrets sur lesquels on se fait notre expérience et qui sont effectivement des groupes comme Omnes, comme Galileo, comme l'IRCOM ou Télécom Paris qu'on accompagne au quotidien depuis quelques années et qui nous permettent de pouvoir justement bien comprendre les attentes et les besoins des écoles. Donc, après, on va passer effectivement sur des cas concrets. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si à un moment il y a des questions, je vois qu'il y a des points dans le chat. La question est justement, non pas d'être simplement sur chef de projet digital ou informatique, qui peut être la compréhension assez basique qu'il peut y avoir sur des projets de transformation. En fait, nous, on accompagne et on peut travailler avec vraiment l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit sur des responsables de programme ou scolarité, qui vont travailler effectivement sur la mise en œuvre des plans académiques. Donc, typiquement, comment je peux effectivement bien gérer la gestion des stages ou faire en sorte de mettre en œuvre mon plan académique. Les responsables de communication d'admission qui vont être plutôt justement dans la relation aux étudiants. La direction des écoles ou des directions métiers. Alors, je vois qu'il y a déjà des petites questions pour répondre. Marc, nous travaillons effectivement avec des universités. On travaille avec PSL, entre autres, et on a eu l'occasion de pouvoir interagir aussi avec d'autres universités, mais pas que uniquement sur
des écoles privées ou supérieures d'enseignement. Et donc, on avance. Du coup, petite question justement pour comprendre et pour pouvoir mieux adapter la présentation ensuite des différents cas concrets. En fait, une des questions, c'est de savoir où vous en êtes, vous, dans des projets de transformation par rapport aux établissements dans lesquels vous êtes. Donc, en gros, est-ce que vous êtes aujourd'hui sur des projets qui n'ont pas encore démarré et plutôt dans les phases de cadrage et de réflexion? Est-ce que vous êtes justement lancé dans un programme de transformation avec la mise en œuvre d'outils ou, au contraire, les projets ont été mis en œuvre, mais il peut y avoir un retard aujourd'hui à l'allumage par rapport à la réalité de l'adoption par les utilisateurs? Donc, on va effectivement faire un petit sondage. Alors, hop, je lance. Tu peux, voilà, merci Tom. Tac. On va laisser quelques secondes à tout le monde pour pouvoir répondre. Et donc, l'objectif étant effectivement qu'on puisse justement répondre à des questions spécifiques par rapport aux différentes phases et sur lesquelles on pourra revenir à la fin. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ça. Ok, alors, est-ce qu'on a les réponses? Tac, tac, tac. Alors, on est à 50-50 sur des projets pas démarrés ou sur des projets en cours. Ok, donc on essaiera d'insister effectivement plutôt sur entre les deux, entre les préparations et le suivi des projets. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, on a préparé autour de 3 cas et je vais laisser Clotilde maintenant prendre la main et pouvoir nous présenter ça. Merci Sébastien, et ça tombe bien, effectivement, nos cas vont parler de cas qui n'ont pas démarré ou qui sont en cours. Donc le premier cas qu'on voulait vous présenter, c'était un cas de cadrage de projet. Vous verrez, tous les 3 cas seront à des phases différentes et on va vous montrer ce qu'on a mis en place pour répondre à leurs problématiques. Donc premier cas, c'est un cas de cadrage de projet d'un CRM B2B et B2C sur Salesforce. Je te laisse la main, Sébastien, pour présenter le cas. Ok, alors là, le cas était effectivement la mise en œuvre en fait, d'un projet de refonte autour du CRM d'une école, qui est un cas aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup avec une prise en compte de toutes les écoles autour du parcours étudiant et de la relation avec les étudiants pour être capable de les suivre de bout en bout. Et du coup, une nécessité de pouvoir renforcer la synergie entre les équipes CRM qui s'occupent de cette relation étudiant et de l'onboarding avec les équipes marketing qui, elles, devaient justement mettre en œuvre un projet avec un changement autour de Salesforce Education Cloud. Et c'était dans le cadre d'une école qui faisait à peu près 250 utilisateurs répartis sur 15 campus. Et pour répondre à cette problématique, nous avons proposé donc une prestation d'accompagnement au cadrage. Notre objectif, c'était de concevoir une stratégie de conduite du changement en coordination avec les équipes projet. Donc maintenant que nous vous avons présenté le contexte, je vais vous présenter ce qu'on a réalisé et les impacts. Donc, concernant cette nous avons tout d'abord cadré la stratégie de conduite du changement. On était en lien étroit avec les objectifs du projet et les spécificités des populations concernées. Cela a permis de définir des principes clairs d'accompagnement dès le lancement. Et c'est pour ça que cette phase du cadrage est très importante pour nous si on peut arriver dès ce moment-là. Mais on vous présentera après si on arrive plus tard. Nous avons ensuite réalisé donc une cartographie des impacts et des risques, segmentés par typologie d'utilisateurs. Cette étape a été essentielle pour anticiper les zones de résistance, les enjeux de formation ou encore les ruptures dans les habitudes de travail. Tout à l'heure, nous avions vu un What is in it for Be pour ce webinaire. Et ben, nous en avions fait un aussi pour ce cadrage, ce qui nous permet de présenter à chacun ce que le projet va concrètement apporter à chaque population. Je vous fais un exemple. Par exemple, pour les commerciaux, si on leur dit c'est un gain de temps sur la gestion de vos leads, pour les équipes marketing, on leur dit c'est une meilleure qualité de données pour vous. Et pour les directeurs, une visibilité renforcée sur les activités. On voit que ce travail en amont, ça permet de rendre le projet beaucoup plus parlant, plus concret et d'impliquer chaque groupe en fonction de ses priorités.
Enfin, nous avons construit un plan de conduite du changement complet qui était prêt à être déployé sur toute la durée du projet. On peut aussi l'amener avec l'équipe, mais on peut s'arrêter là à la fin du cadrage et proposer ce plan d'accompagnement, ce qui repose sur les 3 volets complémentaires qui sont un plan de formation qui ciblait les équipes métiers, les key users, mais aussi les utilisateurs finaux, un plan de mobilisation qui donne du sens au projet pour susciter l'adhésion, et un plan d'accompagnement par population qui permet d'engager les bons utilisateurs au bon moment avec les bons messages. Donc ce dispositif permet de sécuriser l'embarquement progressif des utilisateurs tout en maintenant une cohérence globale du pilotage du changement. Je voulais vous présenter 2 délivrables que nous avons fournis, donc une cartographie des impacts et une analyse d'impact et risques par population. Donc pour réaliser ces outils, nous avons effectué de nombreux entretiens avec le sponsor du projet pour cibler déjà les key users et les référents. Et ensuite, pour chaque key user et référence, ce sont des entretiens, des questionnaires pour connaître leur disponibilité, ce qui permet de connaître leur planning métier et essayer que le planning projet n'entrave pas du coup les tâches au quotidien. Mais aussi connaître les craintes des key users, leurs connaissances informatiques qui vont impacter du coup la stratégie de formation qu'on donne par la suite. Et les impacts et résultats de tout ça. Ces actions donc, ont permis de cartographier les impacts et un cadrage précis pour identifier les besoins spécifiques et les points sensibles en amont, qui ont limité donc les freins au moment du déploiement. En donnant de la visibilité sur le projet et en expliquant les bénéfices concrets pour chaque profil, les équipes se sont senties écoutées, considérées et impliquées dès la phase de cadrage. Et enfin, la structuration du plan de change permet d'avoir un dispositif immédiatement actionnable et valable tout au long du projet. On l'a vu, c'est du démarrage des ateliers jusqu'à la fin de la période d'accompagnement renforcé. Post-go live, on a adapté aux besoins de chacun une appropriation qui soit progressive et sécurisée du nouvel outil. Pour conclure sur ce premier cas, je voudrais vous donner du coup un conseil Season pour un cadrage. Retour Euh, d'expérience, c'est bien. c'est ça. Un écueil et une bonne pratique, on va dire les deux. Donc, plus les équipes sont impliquées tôt, nous on voit que plus elles se sentent concernées et deviennent moteurs du changement. Ça permet d'anticiper les résistances et du coup d'adapter l'accompagnement. L'écueil, ce serait le manque de sponsors actifs côté client. Et d'embarquer dès le cadrage, ça permet d'avoir les personnes qui se sentent impliquées et qui sont efficaces et qui nous aident pour tout le projet. Donc n'attendez pas le go live pour parler aux utilisateurs, intégrez-les dès le cadrage. Impliquer les parties prenantes dès le départ, comme les directions, les équipes métiers, les utilisateurs finaux et pas seulement l'équipe projet évidemment. Et ensuite, la co-construction est pour nous la clé de l'adhésion. On a l'esprit one team, faire tous ensemble. Chaque établissement a sa culture du changement. Donc, il n'y a pas de solution unique. On a besoin de rencontrer les personnes, les connaître et comprendre leurs problématiques pour s'adapter à elles. La conduite du changement, pour conclure, ça ne doit pas être dissocié de la transformation technique. C'est bien intégré au projet. Voilà pour notre premier cas. Et on reviendra si effectivement il y a des questions. Oui, À tout la à fait. fin, On il n'y a peut pas de s'arrêter souci. s'il y a des questions. Ouais. Alors, number 2. Ouais. Projet de standardisation des processus commerciaux. Alors, Sébastien, je te laisse me le Ouais, présenter. pas de souci. Donc, là, c'est dans un cadre de refonte, justement, CRM. La question de l'établissement était de pouvoir justement saisir cette opportunité pour justement aligner et standardiser les différents processus métiers. Et l'objectif était justement de pas simplement changer l'outil, mais utiliser ça comme un vrai vecteur pour que chacun puisse travailler de la même manière sur les différents établissements. Oui, tout à fait. Notre objectif, du coup, à nous, Season, c'était de donner un cadre commun aux équipes. On voulait améliorer l'efficacité opérationnelle et aussi on profitait pour faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs. On va vous montrer comment on a mis tout ça en place par nos réalisations et livrables. Donc, pour mener cette refonte de manière cohérente et utile pour le terrain, nous avons engagé plusieurs actions structurantes autour des processus commerciaux. Nous avons commencé par cartographier l'ensemble des processus commerciaux, du premier contact jusqu'à l'inscription finale d'un apprenant. Cela nous a permis d'avoir une vision claire, partagée,
et d'identifier les points de friction ou les doublons. À partir de cette cartographie, des procédures normalisées ont été rédigées pour encadrer les pratiques commerciales. L'objectif, c'était de garantir l'harmonisation entre campus, de sécuriser les actions et d'offrir une meilleure expérience aux candidats. Et enfin, grâce à tout ça, nous avons pu construire un programme d'onboarding conçu pour intégrer les nouveaux commerciaux le plus rapidement possible, avec tout de suite les bons réflexes et un socle commun de méthodes et d'outils pour être plus efficaces dans leur travail. Alors, par exemple, sur les livrables, on voit la cartographie bout en bout du processus commercial. Ça a nécessité une dizaine d'entretiens avec des responsables de domaine, des responsables de formation, les équipes marketing, commerciales et IT, qui nous ont permis de modéliser ce processus commercial. Chaque process a ensuite été détaillé en utilisant la modélisation BPM, qui est lisible par les équipes IT et les équipes métiers. Ça permet de montrer très simplement le parcours d'un candidat. C'est aussi très pratique pour faire évoluer les pratiques. En se basant sur un process formalisé, on a une vision d'ensemble et on peut voir tout de suite les points de friction, les process pas cohérents ou peut-être trop longs qu'on peut optimiser. Pour le programme d'onboarding, qu'on voit en dessous, c'est donc un inventaire de tous les supports de formation que nous avons fait existants, un questionnement de chaque campus pour connaître leurs pratiques, leurs bonnes pratiques sur l'accueil des nouveaux commerciaux, des sondages aussi, pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place pour un onboarding qui soit commun à tous. Et c'est aussi la création des contenus manquants. Donc ça peut être par exemple sur des savoir-faire avec l'utilisation des outils, mais aussi des savoir-être. Qu'est-il attendu d'un commercial? Quelles sont les valeurs de l'école? Et enfin des mises en pratique. Donc avec un autre commercial déjà dans l'entreprise, déjà dans l'école, comment se présenter à un candidat. Et toujours, à la fin, pour l'amélioration continue, proposer des questionnaires aux nouvel arrivants et à la personne en charge de son onboarding pour faire évoluer l'outil. Et effectivement, si on reprend la cartographie, ça a le double avantage à la fois de pouvoir travailler en amont dans des ateliers pour définir un socle commun de travail et en même temps servir derrière à alimenter toute la documentation pour les utilisateurs a posteriori pour pouvoir justement bien comprendre les processus qui sont attendus et la révision potentielle si à un moment donné des choses qui ne sont pas efficaces. Oui. Donc, Et donc ces actions nous ont permis de générer des impacts concrets à la fois pour les équipes commerciales, mais aussi pour le pilotage global de l'activité. Donc des processus clairs et standardisés, ça permet aux équipes de gagner du temps, d'éviter des pertes d'informations et de mieux convertir les prospects. Le programme d'onboarding structure l'intégration. Il réduit le temps d'autonomie et garantit un niveau de qualité homogène dans les pratiques. Et enfin, grâce à une formalisation des process, il devient plus simple de mesurer, d'ajuster et d'optimiser les actions commerciales sur l'ensemble des entités. Pour conclure sur ce deuxième cas sur 3, on va vous représenter donc un écueil et une proposition. Attention à l'adéquation, aux outils déployés et à la maturité des équipes. Attention à la résistance passive des équipes qui seraient mal engagées. Cet outil, pour nous, présenté par exemple de l'amélioration des process, nous permet de montrer où on va, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, où on veut aller. Donc, notre proposition, c'est de saisir les projets outils comme une opportunité aussi pour clarifier les façons de travailler. Plutôt que calquer les anciens réflexes sur un nouvel outil, on en profite pour poser les bases d'un référentiel commun. Ça renforce l'efficacité et ça facilite l'intégration des nouveaux collaborateurs. et juste pour revenir justement sur la notion d'attitude dont on parlait par rapport au changement, sur le point de la maturité des équipes, ce qui est aussi à prendre en compte, l'expression par les utilisateurs et les collaborateurs n'est pas forcément quelque chose de facile et de transparent. Et donc, vous avez des gens qui peuvent être réfractaires au changement et qui ne vont pas forcément l'exprimer par peur ou parfois même aussi par résistance. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne compréhension de la maturité de ces équipes vis-à-vis du changement. Parce que même si le projet peut être très pertinent au départ et bien motivé par une nécessité sur la mise en œuvre et la nécessité par rapport justement à une amélioration des performances, malheureusement, ça arrive très souvent que
le projet soit mal adopté derrière, ou des outils mal adoptés, simplement parce que les gens ne sont pas prêts ou n'ont pas envie et ils ne sont pas dans la bonne attitude. Donc, c'est vraiment des points extrêmement importants d'identification en amont de ces facteurs clés. Alors, il y avait une question tout à l'heure auquel on peut répondre, qui était effectivement sur le sujet suffisant de la part de Marc Fabre, qui disait dans l'axe amont des key users, conseillez-vous par exemple sur des stratégies d'alliance? Alors, la question, c'est des alliances au niveau des utilisateurs ou est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendiez par cette notion-là? Ah, Non. non, on ne vous entend pas. Je ne sais pas. Faut demander aux spécialistes de Livestorm. Ah bah voilà, non, du coup, Tom a répondu. Bah, je vous laisse répondre et puis on reviendra à ce moment-là à la question après. On va présenter le troisième cas et comme ça permettra de préciser la question. OK. Troisième cas, un projet en cours. Donc, c'est dans lequel la mise en place du socle Salesforce, nous sommes arrivés en cours de projet. Alors, contexte là qui était justement un programme ambitieux de changement de toute la partie CRM sur une transformation de toute la gestion de la relation partenariale. Donc, relation à la fois avec les entreprises et relation avec les postulants. Et dans un contexte particulier qui était que il y avait déjà deux intégrateurs spécialisés sur Salesforce qui étaient intervenus et qui, du coup, avaient mis en place déjà des bases sur Salesforce, mais qui, du coup, n'avaient pas forcément pris en compte cette notion d'accompagnement des utilisateurs. C'est ça. Donc, Season est intervenu en cours de projet, après 2 premiers intégrateurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le contexte était donc sensible. Les équipes métiers avaient été sollicitées plusieurs fois, sans aboutissement. Chat échaudé craint l'eau froide. Notre premier objectif a été de rétablir la confiance et de réengager les utilisateurs dans la démarche, en leur montrant que cette fois-ci, les choses allaient avancer concrètement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour que ça se passe? Plusieurs actions ont été menées pour assurer une reprise efficace après ce démarrage difficile. Nous avons commencé par faire un retour d'expérience sur la première phase du projet. L'objectif était de garder ce qui avait bien fonctionné et d'identifier clairement ce qu'il fallait corriger. Cette démarche nous a permis de repartir sur des bases solides, sans reproduire les mêmes erreurs, mais tout en permettant aussi aux équipes clients de nous donner leur ressenti et de faire un lien entre ce qui s'était passé avant et nous. Ensuite, on a travaillé sur l'harmonisation de la base de connaissances qui avait déjà été commencée avec les anciens intégrateurs. Mais ça nous a permis de centraliser les bonnes pratiques, de créer des supports clairs, adaptés et de faciliter la montée en compétences des équipes, notamment dans un contexte de passation. Un plan de communication a également été mis en place sur 3 niveaux, terrain, management et direction. Ce dispositif a garanti que chacun ait la bonne information au bon moment et a renforcé l'adhésion autour du projet. Aussi, une stratégie d'accompagnement a été déployée de J-15 à J+30 avec un focus particulier sur la période critique du Go Live. Cela a permis d'anticiper les questions, de sécuriser le démarrage et de réagir rapidement en cas de problème. Et enfin, on a mis en place un suivi de l'adoption via l'indicateur ICAP qui a mesuré tout au long de cette phase-là l'efficacité de notre accompagnement et a permis de l'ajuster quand c'était nécessaire. Ce suivi a été la clé pour piloter l'appropriation de l'outil par les utilisateurs. Et concernant les livrables, on peut voir la stratégie d'accompagnement Go Live qui a été construit après 3 ateliers avec l'IT, le programme aussi dans lequel s'inscrivait notre projet et les métiers pour leur présenter notre stratégie de ce qui allait se passer pendant cette phase critique du Go Live. Concernant le plan d'accompagnement sur 3 niveaux de population, on variait les canaux de communication en planifiant différents types de communication, de mobilisation et de formation. Et toute cette stratégie faisait partie des documents présentés et fournis en fin de cadrage, prêts à être utilisés par le client tout au long de son projet.
Voilà, une communication claire, régulière et multicanale, ça permet d'anticiper les questions et les résistances pour les utilisateurs. Selon nous, donc les impacts et résultats, c'était grâce au Rex, l'accompagnement, on a vu qu'il était plus structuré. Le fait qu'on soit intégré à la gouvernance, le projet a été remis sur des bases solides. On a limité les dérives futures et les blocages aussi. L'harmonisation de la base de connaissances, les supports de formation, la stratégie Go Live et le suivi ICAP ont renforcé l'engagement des utilisateurs et facilité leur montée en compétences. Et enfin, le plan de communication multidivo et l'implication dans les instances ont permis un alignement clair entre toutes les parties prenantes. Ça a favorisé une meilleure fluidité dans la conduite du changement. Et pour terminer sur le Non, dernier j'allais point, dire, si on revenait vas-y. justement sur l'implication des sponsors dont on parlait tout à l'heure en termes d'accueil, de l'importance justement de bien préparer ces plans de communication Go Live, où souvent l'effort est mis sur le suivi technique et de s'assurer effectivement des bonnes étapes pour la mise en œuvre, versus souvent la communication auprès des utilisateurs et l'anticipation par les sponsors des programmes, justement, pour s'approprier cette communication et le passer auprès des utilisateurs, est souvent négligé, ce qui aboutit souvent à du stress et des points de blocage auprès des utilisateurs parce qu'on leur amène ça sans avoir forcément informé comme il se doit. Oui, tout à fait. Donc pour finir, nos bonnes pratiques et écueils basés sur notre expérience sur ces cas-là, c'est ne pas sous-estimer la charge émotionnelle liée au changement, et encore plus pour un changement raté. Quand un projet a été stoppé ou mal démarré, pour nous, le meilleur levier, c'est la transparence. Expliquer où on en est, ce qui change et comment chacun sera accompagné. Ça recrée une dynamique d'engagement autour d'un cap qui est clair. Et Sébastien, si tu veux Que la reprendre la main. visibilité de la transparence, Ouais. des bonnes pratiques agiles aussi. Ok. En synthèse, du coup, en fait, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu effectivement la 3K qu'on a présenté. On voit bien que chaque établissement a sa propre culture. C'est également vrai quand on travaille avec des groupes d'établissements où effectivement chacune des écoles ou chacun des campus peut avoir des modes de fonctionnement. Donc, c'est d'autant plus important de pouvoir justement bien travailler avec l'ensemble des interlocuteurs et les intégrer le plus en amont possible dans la prise en compte de leurs besoins. L'accompagnement du changement, ce qu'on a dit, ce n'est pas un nice to have. C'est souvent le cas de se dire ouais c'est bien mais ça coûte cher, ouais, sauf que du coup on voit bien que c'est un levier stratégique et c'est un levier primordial sur la réussite des projets de transformation. Et la co-construction dont tu parlais tout à l'heure Clotilde, le one team, qui n'est pas d'avoir d'un côté l'IT, de l'autre côté les métiers, et puis ça parle à travers des instances de gouvernance. Non, non, l'objectif, c'est vraiment de réussir à construire un projet de bout en bout dans lequel l'ensemble des interlocuteurs soient impliqués de la même manière. Quelques notions sur l'apprentissage continu, Clotilde, tu veux en parler? Eh ben, on peut dire oui, on peut dire que toutes ces expériences nous ont permis d'enrichir donc nos méthodes, de travailler aussi de manière agile. On capitalise systématiquement en fin de projet sur tout ce qu'on récupère comme information et comme connaissance qui nous permet donc d'être encore plus efficace sur chaque nouveau projet, chaque nouvelle école. Et comme on l'a vu, on utilise les feedbacks, les questionnaires pour l'amélioration continue. Merci. Ops, et du coup, alors, maintenant on va revenir effectivement s'il y avait justement des questions sur certains aspects qu'on a pu couvrir dans les différentes phases de projet. Donc, Marc Favre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de pouvoir revoir la question. A priori, non. Elle n'est pas écrite dans le chat. Non, je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si effectivement vous avez aujourd'hui des interrogations sur les méthodologies ou sur justement les différentes problématiques à chaque phase. Après, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, on pourra toujours répondre à des questions a posteriori. Mm.
Après, de toute façon, je ne manquerai pas de prendre contact avec chacun d'entre vous et nous, on serait intéressés d'avoir aussi votre feedback par rapport au contenu, par rapport à la présentation, s'il y avait des choses qui manquaient, si vous vouliez plus de détails ou avoir des focalisations sur certains sujets. Et du coup, effectivement, je vous contacterai individuellement pour prendre contact et de voir si vous avez effectivement des sujets sur lesquels on pourrait vous aider. Et n'hésitez pas, vous avez aussi nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions spécifiques, Clotilde ou moi. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. On va vous recontacter, Marc, du coup. On voit que ça ne fonctionne pas, on vous recontacte. Et non, Marc, je suis désolé, en fait, il y a une question d'accès au micro apparemment. Il faudra qu'on revoie ça. Pas de souci, merci beaucoup. Je pense qu'on va clore là la présentation pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence. Et puis, écoutez, on va essayer de continuer de faire des séries de présentations autour de ces sujets-là et autour des projets qu'on peut mener dans les différentes écoles. Merci à tous et passez de très bonnes vacances d'été qui devraient arriver prochainement. Merci, Bonne journée à été. tous. Au Au revoir. revoir.